Bonjour et bienvenue à cet épisode de la série Plein Feu intitulé Les soins palliatifs à domicile et communautaires pendant la pandémie de COVID-19. Leçon tirée. Je suis Claire Ludwig et je suis heureuse d'animer le webinaire d'aujourd'hui. Je participe à ce projet depuis le tout début et je suis vraiment ravie de voir les résultats de ce travail de collaboration se concrétiser. Je souhaite remercier tout spécialement nos panélistes pour leur engagement en faveur des soins palliatifs à domicile et je souhaite vous remercier tous ceux qui se joignent à nous aujourd'hui. Et je souhaite aussi remercier les organismes partenaires qui ont soutenu et continuent de soutenir ce travail. Et merci à vous tous qui avez si généreusement donné de votre temps et de votre expertise pour alimenter le document sur les enseignements retenus. J'aimerais commencer par reconnaître que nous nous rassemblons sur un territoire habité par des peuples autochtones depuis le début des temps. En particulier, nous reconnaissons que nous diffusons ce webinaire depuis Ottawa, qui est le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine. Nous reconnaissons et apprécions profondément leur lien historique avec cet endroit, ainsi que l'occasion de nous y rassembler aujourd'hui. Nous sommes heureux d'offrir l'interprétation simultanée en français pour cette séance. Si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, veuillez sélectionner français à partir du menu d'interprétation au bas de votre écran. Tandis que la séance évolue, nous vous invitons à saisir vos questions et vos observations à tout moment en utilisant la boîte de clavardage. Vous pouvez évidemment afficher vos observations en anglais ou en français. Et nous vous encourageons aussi à répondre aux commentaires et aux questions dans la boîte de clavardage chemin faisant. Veuillez noter que cette séance est enregistrée et que l'enregistrement sera mis à la disposition de toutes les personnes inscrites dans la semaine à venir. Je souhaite également signaler que si vous avez besoin d'un soutien technique en tout temps pendant ce webinaire, vous pouvez communiquer avec le soutien technique en utilisant la fonction de clavardage. Alors, sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter nos conférenciers invités. Pendant que je les présente, je vous demande de prendre un moment pour en faire autant dans la boîte de clavardage. Mais je vais commencer donc par présenter les panélistes. Alors, nous accompagne aujourd'hui, et d'ailleurs je m'en réjouis, Brenda Roberts, Brenda, qui s'est occupée de sa fille, Kira, tandis qu'elle recevait des soins palliatifs à domicile. Kira est décédée à l'âge de 25 ans d'un cancer des ovaires. Et pendant sa maladie, Kira a reçu des services à domicile, dont des soins infirmiers palliatifs et d'autres formes de soutien. Ensuite, je vous présente Jeff Mote. Jeff est le PDG de Pallium Canada. Pallium est un organisme national qui se consacre au renforcement des capacités professionnelles et communautaires pour améliorer la qualité et l'accessibilité des soins palliatifs partout au Canada. Et je vous présente à présent Dr. Amy Montour. Elle est médecin de l'équipe de soins palliatifs de la réserve des 6 Nations et professeure adjointe au département de médecine familiale de l'Université McMaster. Amy est également responsable clinique régionale autochtone pour le programme régional de cancérologie de Juravinski et co-responsable clinique régionale des soins palliatifs pour le réseau local d'intégration des services de santé Hamilton, Niagara, Haldimand, Brent. Et enfin, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente Laurel Gillespie. Laurel est PDG de l'Association canadienne des soins palliatifs, qui est responsable de la promotion de la qualité des soins de fin de vie et soins palliatifs au Canada. Et donc, elle travaille aux politiques publiques
à la sensibilisation du public et à la conscientisation en général. Alors, merci à vous tous d'être présents. Et le webinaire d'aujourd'hui est une occasion pour nous de partager, de discuter d'un rapport récemment publié. Vous avez le titre à l'écran, Soins palliatifs à domicile et en milieu communautaire, façonner l'avenir à partir des leçons tirées de la pandémie de COVID-19. Un lien sera d'ailleurs inséré dans la boîte de clavardage pour que vous trouviez ce rapport. Ce rapport est le résultat d'une énorme collaboration qui a eu lieu à la fin de l'année dernière et pendant les mois subséquents. Et c'est le résultat d'une collaboration entre Excellence en santé Canada, le Partenariat canadien contre le cancer, l'Association canadienne des soins et services à domicile, ainsi que Santé Canada et Pallium Canada, ainsi que le portail palliatif canadien. Alors, vous voyez l'énorme collaboration qui a contribué à la rédaction de ce rapport. Alors, pourquoi s'est-on attelé à cette tâche? Comme vous le savez sans doute, au début de la pandémie, l'impact sur les soins de proximité et les soins à domicile, surtout les soins palliatifs à domicile et communautaire, s'est immédiatement fait sentir. Il fallait mieux comprendre l'impact pour orienter les pratiques futures, pas seulement en situation de pandémie, quoique c'était notre point focal immédiat, mais vraiment au-delà de la pandémie. Et donc, au fil de notre analyse, nous avons fait appel à un cadre existant qui avait été mis au point par Aria et collègues, qui a été publié dans le journal de l'Association médicale canadienne. Et ce travail était intitulé Palliative Care Beyond Ventilators. Et donc se concentrait sur le fait que les soins palliatifs sont importants en communauté. Alors, nous avons écrit à plus de 50 informateurs en septembre 2020 pour essayer de mieux comprendre ce qui se passait. Et nous avons constaté que le domicile était perçu comme l'endroit le plus sûr pour recevoir des soins, mais cela signifiait demande accrue, surtout pour les proches aidants. Et comme pour d'autres secteurs, la pandémie a amplifié les lacunes existantes et les inéquités existantes en matière de santé. Beaucoup de défis ont été identifiés dans le rapport, mais aussi des innovations importantes ont été soulignées. Alors, le rapport nous a donné l'occasion de comprendre ce qui s'est passé pendant cette première vague. Et comme je disais un peu plus tôt aussi, cela nous a permis de nous préparer aux défis présentés par la pandémie en identifiant non seulement les lacunes en matière d'accès aux soins communautaires et à domicile de nature palliative, mais aussi identifier des innovations et des pratiques exemplaires pour combler ces lacunes. Nous avons aussi identifié des moyens de faire appel à des partenariats et des réseaux afin de partager les leçons apprises. Alors, notre analyse s'est soldée par une ressource interactive qui comprend plus de 100 stratégies pour améliorer les soins palliatifs en communauté et à domicile. Nous espérons que ces stratégies pourront continuer de façonner l'avenir des soins palliatifs de proximité et à domicile. Et nous espérons que ce sera une ressource utile pour vous également. Et donc, il n'y a pas de doute, il existe d'autres exemples formidables de solutions créatives, des innovations que nous n'avons pu inclure dans cette ressource, mais il s'agissait pour nous de commencer la conversation. Et donc, je vous encourage, si vous faites partie de cet appel, de vous servir de la boîte de clavardage pour partager les stratégies dont vous vous êtes servi. Alors, sans plus tarder, et pour entamer la conversation, nous allons faire
un premier tour d'horizon. Je vais demander à chacun de nos panélistes en 3 minutes ou moins de se présenter et de nous parler de son expérience des soins palliatifs à domicile. Et d'ailleurs, j'ai pensé commencer par Brenda. Alors, si vous voulez bien, Brenda, je vous demande de nous parler de notre expérience. Merci de me demander de passer en premier. Bonjour à tous. Merci de cette occasion de prendre la parole. Je suis Brenda Roberts. J'ai été parent et proche aidante de ma fille Kyra, qui, à l'âge de 22 ans, a reçu un diagnostic de cancer des ovaires et qui est décédée à 25 ans, presque 3 ans après le diagnostic. Pendant 6 mois, elle entrait et sortait de l'hôpital de Toronto, London et Détroit. Puis, nous nous sommes tournés éventuellement vers les soins palliatifs. Le médecin de soins palliatifs a constitué une équipe formidable. Nous avons fait appel à la famille, aux cliniciens, et ça fait une différence énorme. J'ai promis à Kyra que je continuerai de demander qu'on améliore l'accessibilité et la qualité des soins palliatifs à domicile. Je ne saurais vous dire quelle différence cela a fait dans notre vie, à quel point c'était important pour elle et ce que cela a signifié pour elle dans ces derniers jours. Cela a permis d'éliminer beaucoup de stress. Nous avons pu vivre en famille et les cliniciens l'écoutaient et écoutaient ses volontés. La communication, à mon avis, est essentielle au sein d'une équipe, qu'il s'agisse de l'équipe de soins palliatifs à domicile. Quiconque fait partie de cette équipe doit écouter le patient. Merci, Brenda. Amy, j'aimerais à présent vous céder la parole et vous demander de vous présenter et de nous dire quelques mots sur votre expérience des soins palliatifs de proximité et à domicile. Bonjour, je suis Dr. Amy Montour. Je suis Haudenosaunee et je suis formée comme infirmière et comme médecin et j'ai travaillé en soins palliatifs dans des rôles comme infirmière, médecin et même préposé aux bénéficiaires. Dans le cas de mon équipe, nous suivons les patients à domicile, en hospice, mais aussi en centre hospitalier. Étant donné que je donne des soins à domicile, ici, on me demande souvent de prodiguer des soins à des gens qui sont proches de moi. Alors, la situation est un peu différente. Merci. Merci, Amy. Voilà toute une expérience. Je ne crois pas avoir déjà rencontré quelqu'un qui avait une expérience aussi approfondie de préposé aux bénéficiaires jusqu'à médecin. Laurel, veuillez vous présenter enfin, ainsi que votre expérience en soins palliatifs. Bonjour, je suis Laurel Gillespie. J'ai une maîtrise. Alors, je suis mère, partenaire, et je suis la sœur de 7 autres personnes. Et à 2 reprises, j'ai prodigué des soins à domicile palliatifs. Et dans les 2 situations, l'expérience était différente. Un cas en pleine COVID et un cas non. Pourquoi je m'intéresse aux soins palliatifs, c'est que j'ai reçu moi-même un diagnostic il y a 14 ans de cancer du sein. Et à l'époque, on m'a donné un potentiel de survie de 20% sur 5 ans. Et mon plus jeune avait 6 ans et mes jumeaux avaient 9 ans. Grâce à d'excellents soins médicaux, je suis toujours ici. Mais j'ai promis de faire tout ce que je ferais, tout ce que je pouvais pour offrir de mon mieux pour qu'on améliore les soins palliatifs et les soins de fin de vie, car j'ai dû y penser à ce moment-là. Ma première expérience, je me suis occupée de quelqu'un qui souffrait d'Alzheimer pendant 6 ans et demi et c'était dans le cadre de programmes communautaires, c'est-à-dire qui nous permettent de nous servir de soins de répit et d'avoir des préposés bénéficiaires qui viennent nous aider. Autrement, je n'aurais pas pu donner les mêmes soins et je n'aurais pas pu avoir l'expérience que j'ai eue, n'eût été de ces services si essentiels. La deuxième fois,
Plus récemment, les soins palliatifs n'étaient pas disponibles où je vis à Wakefield, en Outaouais, en raison du fait que l'hospice local, Maison de la Colline, a dû fermer ses portes en raison d'une pénurie de personnel infirmier. C'était vraiment malheureux. Je suis très heureuse de dire que dimanche dernier, le décès a eu lieu de manière paisible et je suis très heureuse aussi de pouvoir dire que nous avons pu être au chevet de la personne en question, ce qui est inhabituel depuis 18 mois. Alors, je souhaitais reconnaître que l'expérience, bien qu'elle soit bien différente l'une de l'autre, ces deux expériences ont été très positives. En gros, parce que j'étais entourée de bons services, mais je pense que cela a changé, non seulement depuis 11 ans, la première fois que j'ai offert un soutien à domicile, il y avait plus de services accessibles à ce moment-là que maintenant. Alors, je suis engagée à essayer d'améliorer cette accessibilité pour que tout le monde puisse avoir une expérience aussi bonne que celle de ma famille. Merci, Laurel. Merci d'avoir partagé votre récit personnel avec nous, de votre diagnostic personnel ainsi que votre expérience de proche aidante. Et enfin, Jeff, la parole est à vous. Merci. Bonjour à tous. Jeff Mote, chef de la direction Pallium Canada. Et comme un grand nombre des autres panélistes, j'ai un lien professionnel et personnel en soins palliatifs comme PDG. C'est moi qui donne l'orientation à l'organisme, comme on le décrivait un peu plus tôt. Pallium vise surtout des initiatives d'amélioration de la qualité. On essaie d'accélérer l'intégration des soins palliatifs dans les réseaux et les collectivités. Alors ça, c'était pour le côté professionnel. Du côté personnel, je me suis occupée de ma mère qui est décédée d'un cancer du sein il y a environ 13 ans. Malheureusement, elle n'a pas eu une mort paisible. Nous n'étions pas bien préparés, nous n'avions pas non plus les bonnes ressources ni la bonne information et c'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps et c'est la motivation derrière mon, ma venue à Pallium parce que je veux que les personnes comme ma mère reçoivent de meilleurs soins de manière efficace et bienveillante. Merci, Jeff. Vous savez, tandis que vous vous présentiez, ce qui me frappe, c'est l'aspect personnel qui s'enchevêtre dans le professionnel. Les soins palliatifs touchent tout le monde. Ça touche toutes nos vies, d'une manière ou d'une autre. À présent, nous allons passer à la partie un peu plus formelle de notre webinaire, les questions plus formelles. J'aimerais avoir l'opinion des panélistes par rapport à ce qui se produit en matière de soins palliatifs de proximité et à domicile et l'impact de la pandémie et ensuite certaines des solutions innovantes qui ont fait surface et qui se retrouvent dans certains cas dans le rapport. Brenda, je sais que vous n'étiez pas contente de parler la première, mais je souhaite quand même vous demander de reparler la première parce que votre récit m'a touchée. Votre expérience de soins à domicile de votre fille Kyra. Alors, je vous demande, de votre point de vue, quelles sont les choses qui fonctionnent bien en soins palliatifs à domicile? Les choses qui rendent l'expérience de prestation et de réception de soins à domicile positive. De votre point de vue, pourquoi l'expérience a-t-elle été positive? La chose la plus importante, à mon avis, c'est que on a écouté Kyra. Il y a eu beaucoup de communication et bon, il y a eu des écueils. Je ne prétends pas
que l'expérience était positive d'un bout à l'autre. Mais ce que je retiens, c'est qu'on l'a écoutée. Par exemple, si elle ne voulait pas faire quelque chose, qu'elle n'était pas d'accord avec quelque chose, on essayait en équipe de trouver une autre solution. Et la famille a fait partie de la décision aussi, ce qui faisait une différence. Parce que au moment où le diagnostic est tombé, j'avais un enfant de 15 ans à domicile. Kyra ne vivait plus chez nous, elle vivait seule. Elle est partie en juin et le diagnostic est tombé en septembre. Et les choses ont évolué rapidement. Elle était au stade 3C et bon, elle avait déjà des métastases partout, à peu près dans tous ses organes. On a dû rapidement entreprendre des chirurgies et donc après toutes ces interventions, elle a dû abandonner son indépendance et revenir à la maison. Ça a été un défi dans la famille. C'est-à-dire que elle était partie, elle a dû revenir. Alors, les deux choses que j'ai apprises, d'abord, c'est de ne pas essayer d'enlever son indépendance, de ne pas, comme parent, m'immiscer rapidement en disant je sais ce qu'il faut, j'ai dû lui demander ce qu'elle pensait, qu'est-ce qu'elle voulait. Et ça a été difficile comme parent de prendre du recul et de ne pas vouloir la protéger. Mais bon, elle avait 22 ans, elle était majeure, elle pouvait prendre des décisions. On avait une excellente équipe à domicile. Au début, ça a été difficile, mais quand on a eu une bonne équipe, et d'ailleurs, Kyra a eu beaucoup de difficultés. Elle était allergique à beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de problèmes, mais grâce à la communication et au travail d'équipe, au fait que la famille était inclue dans les décisions médicales, ça a vraiment facilité les choses. On avait des médecins à London et à Windsor qui ne s'entendaient pas toujours, ce qui pouvait être un peu difficile. Si Karen ne voulait pas quelque chose, elle le disait. Vous savez, elle ne craignait pas d'expliquer sa pensée. Elle était très ouverte à certaines choses et très fermée à d'autres. Être à domicile, faire les choses à domicile, cela nous a beaucoup facilité la vie comme famille. Ça nous a permis de tous mettre la main à la pâte. J'ai eu des soins infirmiers seulement pour les changements de bandage. Je n'ai pas eu de préposé aux bénéficiaires. Je lui ai moi-même fait sa toilette. Je donnais tous les médicaments le soir moi-même. Alors, c'était beaucoup de travail et c'était dur. Et maintenant que j'y pense, je me dis, il y a peut-être des moments où j'aurais peut-être dû dire que j'avais besoin d'un soutien supplémentaire, mais je ne l'ai pas fait. Je- J'ai dû apprendre, mais je ne changerai rien de ce que j'ai fait. Je pense vraiment que si Kyra avait été hospitalisée tout au long du processus, elle serait décédée plus tôt. À la maison, elle était plus détendue, les choses étaient faites différemment, il y avait beaucoup moins de stress sur elle comme sur nous, la famille. On a eu plus de temps pour digérer des idées et lorsque les médicaments ne fonctionnaient pas, avoir un hospice à appeler qui était disponible 24 heures sur 24, c'était formidable. Vous savez, au départ, lorsque je n'avais pas de soutien 24 heures sur 24, j'étais vraiment angoissée parce que, bon, vous savez, les choses déraillent toujours après 16h30. Alors ça, c'est des choses que j'ai dû apprendre quand appeler, quand ne pas appeler, quand me rendre aux urgences, quand ne pas me rendre aux urgences. Ça n'a pas été facile. Mais une fois qu'on a eu une équipe qui travaillait avec nous, ça a vraiment changé les choses. On est passé de parler régulièrement à l'équipe des soins d'urgence à ne plus se rendre aux urgences du tout, ce qui était formidable. Parce que lorsque vous allez au service d'urgence, vous êtes instantanément paniqué. Est-ce qu'elle va choper quelque chose aux urgences? Vous êtes en contact avec des personnes qui sont atteintes de toutes sortes de choses. Alors oui, on portait déjà un masque hein, avant la pandémie. Et une fois qu'on a eu l'équipe de soins à domicile, à mon avis, tout a radicalement changé. Comme je le disais, on est passé de
3 visites aux urgences, 4 peut-être même par semaine. Je pense qu'on est allé 2 fois dans les derniers mois de sa vie. Alors, ça fait une énorme différence. Et avoir une équipe de personnel infirmier constante, cohérente, qui la connaissait, qui connaissait ses allergies, qui connaissait ses habitudes, ses douleurs, ça a vraiment fait une différence. Parce que pour moi, comme parent, comme proche aidante, je peux prendre du recul et leur laisser faire ce qu'elles doivent faire plutôt que devoir expliquer à quelqu'un de nouveau tous les jours quelles sont les particularités de ma fille. Ça a fait une différence énorme. Alors, j'espère avoir un peu fait le tour de la question. Oui, tout à fait. Merci infiniment, Brenda. On a une meilleure idée de qui était Kyra et ce qui était important pour elle et pour vous comme famille. Vous l'avez bien expliqué. Merci. Que vous sachiez, Kyra est décédée chez nous, paisiblement. Oui, on avait des soins d'hospice, mais elle voulait mourir à domicile. Ce qu'elle a fait, elle a été la première patiente, je crois, en Amérique du Nord à mourir à la maison sans soins infirmiers 24 heures sur 24. Elle a été endormie ici, mise sous sédation ici, et elle est décédée ici. Vous savez, on ne veut jamais être pionnier dans ce genre de situation, mais c'est vraiment formidable de voir à quel point vous avez reçu des soins enveloppants. Et je vois d'ailleurs dans la boîte de clavardage beaucoup de gens qui vous remercient d'avoir partagé votre récit. Amy, je vous ai vu vigoureusement hocher de la tête. Vous êtes bien d'accord avec ce que disait Brenda, alors je me demande si vous avez autre chose à ajouter. Eh bien, comme l'expérience de Brenda, les choses qui deviennent des obstacles pour moi dans le travail que je fais dans la communauté autochtone, c'est les règles. Des règles qui disent le médecin de famille doit faire ceci, le médecin de soins palliatifs doit faire autre chose, l'oncologue doit faire autre chose, cette agence de soins infirmiers fait telle chose, cette autre agence fait autre chose. Quand le patient et la famille à domicile sont ceux qui devraient décider. À mon avis, c'est le système qui doit se plier aux volontés du patient et de sa famille, pas l'inverse. Souvent, comme praticien, on dit voici les choses voici comment on fait les choses, plutôt que de dire voici ce que je sais, qu'est-ce que vous souhaitez et est-ce qu'on peut trouver un plan qui rejoigne nos volontés à tous les deux. Alors, je félicite Brenda pour son travail, qu'elle ait réussi à faire tout ça pendant si longtemps. Souvent, c'est vrai que ce sont les familles qui se retrouvent avec ces tâches, étant donné qu'il y a une pénurie de personnel infirmier et de préposés aux bénéficiaires. Mais s'il y a une chose que je retiens de la COVID-19, c'est que les règles ne sont pas toujours rigides. Il y a des moyens de les adapter pour respecter les volontés des patients et des familles. Merci, Amy. Vous savez, on parle beaucoup de parler de manière innovante, d'être souple. Est-ce que vous n'avez pas un exemple concret à partager avec nous dans votre pratique? Comment avez-vous fait preuve de cette souplesse? Oui, tout à fait. Alors, je peux vous donner un exemple. J'ai la permission de la part de la famille de partager certains détails de ce récit. Alors, notre équipe sert à la fois des patients autochtones et non autochtones, mais notre équipe n'a jamais été présentée où que ce soit comme spécialisée en soins autochtones, quoi que ce soit le cas. Alors, je connaissais un médecin d'une grande ville qui était également autochtone et lui s'occupait d'un patient, et c'était au tout début de la COVID, un patient qui déclinait très rapidement. Et la seule volonté du patient était de revenir dans mon territoire où se trouve sa famille pour aller pêcher une dernière fois et mourir auprès de sa famille. C'était sa volonté. Évidemment, j'ai reçu un appel un vendredi après-midi à cet effet parce que il avait fallu à ce médecin une semaine pour déterminer qui dans ce
territoire pouvait prendre son appel parce que le système, le réseau, si vous voulez, ne nous identifiait pas. Alors, j'ai dit absolument, dites-moi quand vient le patient, mon équipe ira le chercher et on verra à ce que tout soit en place. Malheureusement, le patient est venu le lendemain et il y a eu un problème avec les services à domicile qui sont organisés par le Airlis. Alors, le patient est arrivé dans notre région avec rien du tout, sauf un flacon de médicaments. Mais bon, ça pouvait aller jusqu'à 2 jours plus tard. On a reçu un coup de fil de la famille disant, le patient est ici, on a besoin d'aide. Il n'a pas été accompagné de service, ni d'ordonnance, rien. Et on a dit, ça n'est pas un problème, on n'a pas besoin de venir en personne. Notre équipe a commencé tout de suite à travailler, nous ont dit, nous irons demain matin, est-ce que vous avez besoin de quelque chose maintenant? Ils nous ont dit non, tout va bien pour le moment. Malheureusement, les choses ont décliné très rapidement pendant les 24 prochaines heures. Et tandis que nous nous rendions chez le patient le lendemain matin, une infirmière nous a appelé disant, le patient souffre, il n'arrive plus à déglutir et il, il n'a pas de médicaments. Il était en délire quand on est arrivé, il n'arrivait plus à déglutir, n'arrivait pas à répondre à nos questions et la famille, évidemment, était très angoissée, en détresse. Alors, c'était difficile de déterminer ce qui se passait. Heureusement, je travaille avec une infirmière clinicière très chevronnée qui s'est occupée de la famille de sorte que je puisse, moi, ausculter le patient. On n'avait rien dans la maison. On savait qu'il faudrait des heures avant qu'on puisse avoir de l'équipement et des médicaments, mais il fallait faire quelque chose pour alléger sa souffrance. Nous avons pu déterminer que le patient n'avait pas uriné plus de 12 heures. Heureusement, l'infirmière avait un cathéter caché dans son sac. Elle est allée chercher ce cathéter. Nous n'avions pas de médicaments. Euh, mais le voisin est venu en disant, vous savez, j'ai des médicaments. J'ai dit, donnez-moi la bouteille. J'ai écrasé les comprimés pour faire avaler le patient. Et vous savez, pendant tout cela, l'infirmière était disponible pour expliquer à la famille ce qui se passait. Étant autochtone, je savais que cette personne avait besoin de mots, ce qui signifie des mots autochtones. Je ne suis pas guérisseuse moi-même. Alors, j'ai appelé quelqu'un qui savait quoi faire. Étant donné que c'était le début de la COVID, tous les praticiens de médecine traditionnelle restaient chez eux. Mais j'ai trouvé un collègue, un médecin, qui était formé en médecine traditionnelle. Il a dit, j'y vais le plus vite possible. Pour le moment, tenez le fort et servez-vous des mots que vous avez. Alors, on a inséré le cathéter. Le patient semblait plus à l'aise. Je l'ai couché par terre et je me suis allongée à côté de lui et j'ai prononcé les mots autochtones que je connaissais. Il s'est calmé, il a ralenti sa respiration. Et ensuite, j'ai dit à l'épouse, veuillez maintenant étreindre le patient. Et dans les 5 minutes suivantes, il est passé dans l'au-delà. Et ensuite, l'équipe autochtone a pu leur donner un soutien de deuil, ce qui est toujours en cours d'ailleurs aujourd'hui. Alors tout cela s'est produit presque de manière accidentelle. Et pourtant, ça n'aurait pas dû se produire de manière accidentelle. Vous savez, ça n'a pas d'importance que vous receviez un patient à 16 heures le vendredi. Le patient devrait être accompagné de tous les soins dont il a besoin, des médicaments dont il a besoin. S'il a besoin de soutien culturel spécialisé, ça doit être disponible parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins en fin de vie. On ne peut pas laisser les règles et les carcans nous empêcher d'offrir des soins complets. Merci, Amy, pour ce récit très percutant. Je pense que ça en dit long sur cette notion qu'on doit avoir une seule équipe. Alors, Jeff, à présent, de votre côté, pendant la pandémie,
Avez-vous constaté une élimination des obstacles? J'essaie un peu de rebondir sur ce que disait Amy, ce que disait Amy concernant la souplesse, le fait qu'il faut évoluer ensemble et démanteler les cloisons. Le meilleur exemple que je puis souligner, c'est la souplesse et l'adaptabilité dont a fait preuve la première ligne. Vous savez, on a donné beaucoup d'informations à la première ligne au début de la pandémie parce qu'on recevait beaucoup de questions, de sorte qu'on a voulu créer une série de webinaires où des experts, des panélistes de partout au Canada présentent de l'information. Par exemple, sur l'équipement de protection personnelle, les pénuries de médicaments palliatifs en période de COVID-19, c'était un moyen pour nous de contribuer de manière très concrète à la prestation d'informations parce que les gens en avaient besoin. Soit ça n'était pas disponible et ensuite de pouvoir avoir 4-5 panélistes, bon, surtout des spécialistes en matière de soins palliatifs qui ont prêté leur expertise, leur connaissance afin d'outiller la première ligne pour que cette première ligne puisse s'occuper de ses patients. Ça montre bien à quel point on peut s'ajuster, et pas que nous, d'autres organismes en ont fait autant pour outiller les gens de l'information dont vous avez tant besoin. Merci, Jeff. Alors, je pense que ce que vous évoquez rejoint le fait que les praticiens individuels et les organismes doivent être souples. On l'a vu en pleine pandémie, mais on a vu des grands organismes nationaux comme Pallium faire preuve de souplesse et ils ont réussi donc à s'adapter à cette nouvelle réalité. Laurel, j'aimerais à présent que vous nous disiez ce que vous avez vu au fil de la pandémie, certaines des innovations que vous avez constatées au niveau des organismes et comment l'Association canadienne de soins palliatifs s'y est adaptée. Merci, Claire. Alors, il y a un fil conducteur, à mon avis, dans les propos qu'on a entendus, c'est-à-dire qu'il faut avoir des conversations importantes et la voix de chacun doit être entendue. J'ai une citation que j'aime beaucoup de Martin Luther King Jr. qui disait un jour, votre vie commence à se terminer le jour où vous n'avez plus voix au chapitre pour les choses qui importent. Et une chose qu'on revendique, c'est la possibilité d'avoir des conversations essentielles par rapport à la planification préalable des soins. De sorte que si vous n'arrivez pas à parler que vos volontés par rapport à vos soins et votre autonomie, lorsque vous n'êtes plus capable de parler, soient respectées. Alors que l'on respecte vos volontés, vos désirs comme personne. Et à mon avis, c'est un fil conducteur des conversations. C'est-à-dire qu'on n'a pas entendu les gens. Et Amy parlait de ce décalage. Vous savez, il faut qu'il y ait un système fluide, de sorte que la main gauche sache ce que fait la main droite entre un milieu clinique et les soins cliniques à domicile. On peut faire des améliorations importantes du point de vue de la qualité des soins. Une chose que j'aimerais dire, c'est qu'il n'est jamais trop tôt pour parler avec vos proches et votre équipe de soutien clinique, votre médecin de famille, de de votre planification préalable des soins, de documenter ces soins. C'est un cadeau formidable que vous faites à quelqu'un d'autre d'exprimer ses volontés. J'aimerais aussi mettre en exergue une chose que Brenda signalait dans son récit si formidable. Vous savez, il y a un prix à payer par le proche aidant quand les soutiens ne sont pas en place au bon moment. Et depuis un an et demi, on a déménagé ma belle-mère qui était en Nouvelle-Écosse. Un jour avant qu'elle ne déménage, elle a dû être hospitalisée. Son mobilier est arrivé avant elle.
Elle avait toutes sortes de comorbidités. Enfin, c'était un, un vrai fouillis. Mais on avait créé un document de planification préalable des soins, ce qui nous a beaucoup facilité la tâche. En ayant cette conversation et en faisant ce travail à l'avance, cette ressource est d'ailleurs gratuite, c'est une situation où tout le monde gagne. Cela aide la famille et le patient ou les résidents de soins de longue durée, par exemple, cela aide tout le monde, l'équipe technique, l'équipe clinique, les professionnels de la santé. Cela permet aussi d'aider les administrateurs qui essaient de coordonner ces programmes et cela réduit le fardeau. Alors, il y a beaucoup d'avantages à la planification préalable des soins. Vous savez, lorsque vous perdez un proche, ça n'est jamais facile, mais en période de COVID, on a dû surmonter toutes sortes de difficultés. Et cette agilité sur le terrain était formidable à voir, de voir des gens qui voulaient faire revenir des proches à la maison pour les protéger de la COVID. On a trouvé le moyen de le faire, mais malgré tout, on a vu une absence d'équipement de protection personnelle pour les personnes qui devaient pénétrer dans le domicile, des personnes qui recevaient des soins chez eux. Donc, il y a eu beaucoup d'obstacles à surmonter et je pense que, bon, ça en est sorti, mais on pourrait faire encore beaucoup plus si jamais on se retrouvait en pareille situation. Merci, Laurel. Mais merci, Laurel, de parler au nom de votre organisme, l'Association pan-canadienne de soins palliatifs. Ce que vous avez dit est fondamental et à mon avis, il y a beaucoup de leçons à tirer de la pandémie. L'impact de la pandémie sur les soins à domicile et surtout les soins à domicile de nature palliative, la pénurie, qu'il s'agisse de pays, d'équipements de protection individuelle ou de médicaments. Alors, je me demande si vous pensez que les leçons tirées de la pandémie, certaines des expériences que nous avons vécues ont permis de faire la lumière sur les soins palliatifs à domicile et de proximité. Amy, je commence par vous. Pensez-vous que comme système, nous allons tâcher de mettre ces enseignements à profit? Eh bien, je l'espère. Je suis très heureuse qu'on ait d'abord colligé cette information et qu'on la communique à présent. Lorsque j'ai eu le rapport que j'ai partagé avec mes collègues locaux, ils étaient vraiment ravis que ce soit produit aussi rapidement pour que l'on tienne compte de ces enjeux. Les enjeux systémiques sont beaucoup plus difficiles à gérer. Par exemple, la pénurie de préposés aux bénéficiaires, ça, on doit y travailler. Mais il y a certaines choses formidables qui en ressortent. Par exemple, le partage de récits, comme ce que je viens de dire, c'est souvent ce que je fais. Je le fais lorsque je fais des séances de formation et lorsque nous travaillons avec des personnes autochtones en soins primaires ou en médecine, souvent, on pense qu'on peut tout simplement prendre le système, rajouter l'étiquette autochtone et penser que ça va fonctionner. En fait, c'est tout à fait faux. Et je crois d'ailleurs que pour beaucoup de communautés qui ne sont pas des grands centres urbains où il y a un grand hôpital universitaire, je pense qu'il faut adapter le système pour qu'il corresponde aux besoins de cette collectivité. Et pour certaines collectivités, cela signifie avoir un grand bassin de bénévoles qui puissent offrir des soins de répit pour d'autres collectivités qui ont de meilleures ressources ou qui ont des professionnels de la santé en plus grand nombre. Alors, enseignants enseignons aux soins primaires, de sorte que, par exemple, la planification préalable des soins se fasse bien longtemps à l'avance. Mais je dirais, pour la planification préalable des soins, il faut faire attention de respecter les enjeux culturels. Par exemple, les personnes autochtones dont je m'occupe, souvent meurent dans un code, les codes qu'on craint tous,
en centre hospitalier. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas interagir avec le système de santé. Donc, c'est difficile pour eux d'avoir ces conversations. Certains de mes collègues non autochtones sont un peu nerveux parce que, évidemment, pour les soins infirmiers et médicaux, on a certaines responsabilités, mais si on peut toujours se rappeler que le patient et la famille doivent être au centre de nos préoccupations. Vous savez, comme professionnels de la santé, nous ne sommes qu'un tout petit élément de ce récit. Le récit plus global, le récit le plus important, c'est le récit du patient et de sa famille. Et ce que j'ai fait, entre autres, pour prendre acte de ma responsabilité en soins primaires, c'est de commencer à enseigner à mes collègues quels sont les déterminants sociaux de la santé autochtone. Pourquoi les Autochtones ne font pas confiance au système de santé? Pourquoi ils ne voient pas les services de santé de la même façon? C'est ainsi qu'on pourra centrer nos soins sur le patient autochtone et sa famille, en voyant les soins au travers de leurs yeux. Je pense qu'il faut faire pour tous les patients. Il faut leur demander ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent. Les services doivent être vraiment individualisés. Merci, Amy. Je me demande de votre point de vue, quels sont les moyens pour les participants à l'appel d'appliquer les enseignements que vous partagez? Comment pourraient-ils inscrire ces enseignements, ces principes dans leur pratique? Avez-vous des suggestions, par exemple, à partager? Eh bien, je pense que Brenda l'a bien souligné. Comme professionnels de la santé, nous devons écouter. Souvent, nous nous présentons dans une situation et tout ce que nous faisons, c'est parler. Et si je rentre chez quelqu'un, les conseils médicaux que je dois prodiguer, ça représente 5 minutes. Je peux inclure cette information dans une conversation. Il s'agit pour moi de nouer des liens. Je pourrais être le meilleur médecin au monde, mais si le patient et sa famille n'ont aucune confiance en moi, je suis tout à fait inutile dans cette situation. De sages paroles. Et Brenda, je vois que vous hochez de la tête aussi. Peut-être que vous avez quelque chose à ajouter à ce que disait Amy. Amy a tout à fait raison. Il faut avoir des liens de confiance. Il faut avoir une bonne communication et le patient doit être la priorité, quoi qu'il arrive. Vous êtes là pour traiter le patient. Il faut donc respecter ses volontés. C'est leur corps. Vous pouvez faire tous les tests que vous voulez, mais au final, il faut respecter les volontés du patient. Je ne saurais trop insister. C'est vraiment important d'écouter, d'écouter. Pas écouter pour répondre, mais écouter pour entendre. L'autre chose que je dirais, c'est que nous avons eu les mêmes infirmières pendant presque 3 ans. Même équipe d'hospice pendant à peu près la même durée. Et une fois que Kyra est décédée, on nous a laissés seuls. Bon, le lendemain, on nous a appelés, mais sinon, il n'y avait plus rien. Personne n'a recommandé de thérapie, de thérapeute. Après cette première semaine, nous étions seuls. Nous avons eu beaucoup de chance. Comme Émile le disait, ou plutôt Laurel le disait, avoir un plan. C'est difficile à faire avec quelqu'un de 22 ans. Et je peux vous dire que n'eût été du docteur Cargill, je ne sais pas du tout comment je m'y serais prise. Kyra a changé d'avis. Elle voulait aller en hospice au début, et puis après, elle a décidé de rester à domicile. Et le docteur Cargill a fait tout ce qu'il pouvait pour qu'elle puisse avoir ses soins. Ça n'est pas facile d'avoir ces conversations et avoir quelqu'un qui a de l'expérience, c'est important. L'âge, c'est un facteur. Je ne sais pas si Amy est confrontée à cette situation, mais généralement, ce sont des gens qui ont 40, 50 ans, mais quelqu'un qui a à peine 20 ans et devoir avoir cette conversation avec elle, c'est pénible. Et je peux vous dire que au départ, je ne voulais pas que Kyra décède à domicile. Je me disais,
Non, je ne veux pas, mais au final, je me suis dit, c'est elle qui compte. Il a fallu qu'on m'accompagne pour que j'accepte sa décision. Vous savez, cette équipe, elle est chez vous tous les jours. Elle devient comme une partie de votre famille. Elle vous accompagne dans les moments les plus noirs, les plus sombres. Et je pense qu'il faut se rappeler de consulter la famille après le décès pour qu'elle ne soit pas laissée toute seule. Mais Amy a raison. Le patient est la priorité. Tout à fait. Merci, Brenda. Vous soulevez quelque chose de fondamental sur le plan du soutien suite au décès, un soutien en matière de deuil. J'ai l'impression que vous vous êtes senti un peu abandonné. Vous avez la même équipe de soins pendant 3 ans et d'un coup, ces liens sont coupés, ce qui rajoute à votre perte. Et donc, nous avons beaucoup vu de rétroactions dans la boîte de clavardage concernant une amélioration du soutien aux endeuillés. Et Laurel, je me demande, peut-être pouvez-vous nous donner quelques idées par rapport aux innovations qui se sont produites pendant la pandémie, des choses qu'on pourrait, disons, reproduire à l'avenir. Laurel, puis Jeff. Alors, rapidement, merci Brenda d'avoir reconnu que ces conversations sont très difficiles pour n'importe qui. À plus forte raison lorsque la personne est jeune. Et on fait ce qu'on peut pour défendre les intérêts de tous les Canadiens. Il n'est jamais trop tôt pour parler de vos volontés. Mais c'est très difficile. Il faut le reconnaître. Certaines des innovations que nous avons produites tous les mois de novembre, le troisième jeudi de novembre, c'est la journée nationale du deuil. Et tous les ans, on fait une campagne de sensibilisation pour améliorer l'importance des soutiens pour le chagrin et le deuil au-delà du décès. Et de plus en plus, ce genre de ressources et l'accès à ces ressources sera façonné, je crois, par la pandémie. J'ai un médecin ami qui est urgentologue, mais qui travaille aussi pour l'armée dans les opérations spéciales. Et nous avons d'excellentes conversations, lui et moi, au sujet des moyens par lesquels on peut aider des grands groupes de personnes à vivre le chagrin et le deuil. On examine constamment des moyens plus innovants d'aider les gens parce que pendant la période de deuil, les gens ne savent pas quoi dire, ne savent pas comment réagir. Et souvent, ils disent tout simplement, comment est-ce que je peux vous aider? Et la famille ne veut pas non plus s'imposer. Et elle ne veut pas dire ce dont elle a besoin parce qu'elle ne veut pas être un fardeau supplémentaire. Et ça, pourtant, ça peut faire toute une différence. Et vous avez tout à fait raison. La famille est souvent laissée pour compte. Alors, certaines des ressources auxquelles nous travaillons concernent le renforcement de la conscientisation publique par rapport à ce que sont les soins palliatifs, ce qu'ils ne sont pas, ce que peuvent faire les hospices au-delà des soins de fin de vie. Et cela tient compte aussi du processus de deuil, du soutien au chagrin et au deuil. C'est bien différent d'un centre en personne. Les liens de communication sont plus clairs, alors que lorsque vous êtes à domicile, il n'y a pas cette synergie naturelle, il n'y a pas cet échange naturel par rapport à ce qui est disponible dans la collectivité. Et rajouter à cela l'aspect culturel. Diverses cultures vivent le deuil différemment. Donc, il faut tenir compte de tous ces facteurs lorsque nous mettons au point des ressources par rapport à cela. Et je souhaite souligner aussi que le portail palliatif canadien a fait un travail
formidable avec les ressources concernant le chagrin et le deuil. Et un autre domaine qui attire beaucoup d'attention pour le moment, c'est les soins palliatifs pédiatriques et les soutiens au chagrin et au deuil dans ces contextes aussi. Alors, beaucoup de travail doit être fait, mais je pense que nous avons beaucoup de leçons à apprendre de la COVID et à appliquer au-delà de la COVID pour la prestation de soins à domicile. Et c'est grâce à des gens comme Brenda et Amy qui partagent des récits que nous avons cette occasion unique d'améliorer l'accès, non seulement améliorer l'accès, mais également accélérer les connaissances pour que les gens sachent à quoi s'attendre. Vous savez, la crainte, c'est toujours, enfin, souvent une crainte de l'inconnu. Si on sait à quoi s'attendre, si on sait ce qui est disponible, généralement, on peut guérir plus rapidement. Eh bien, j'allais justement faire fond sur ce que disait Laurel. Et je suis très heureux que Laurel ait parlé du portail palliatif canadien. Les ressources du portail sont formidables. Alors, allez sur mygrief.ca, qui est un endroit où vous trouverez beaucoup d'informations. Mais la bonne nouvelle, c'est que on peut enseigner ces compétences. Ce n'est pas des compétences acquises ou ce sont des connaissances acquises, ce ne sont pas des connaissances innées. Vous pouvez apprendre. Alors, c'est la bonne nouvelle. Nous pouvons tous apprendre comme professionnels de la santé à améliorer nos connaissances. Et l'autre chose que Brenda évoquait, Brenda se demandait, bon, elle n'était pas sûre de vouloir que sa fille meure à domicile. Et ça m'a rappelé que c'est important de dire que le domicile peut être un fardeau. On pense souvent que le domicile, c'est l'endroit idéal, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et des cliniciens nous l'ont dit lors de nos webinaires. Des patients qui se retrouvent en hospice, qui sont exténués. Mais vous voyez, pour certaines familles, les soins à domicile, c'est trop, c'est trop pénible ou alors c'est trop coûteux. Alors, il ne faut pas imposer cette attente aux familles. Elles ne doivent pas avoir l'impression d'avoir échoué parce qu'elles n'arrivent pas à s'occuper de leurs proches à domicile. Merci, Jeff. Je pense que vous avez vraiment raison de le signaler. C'est très important et merci d'avoir partagé et de partager cette ressource mondeuil.ca. Alors, il ne reste plus que 2 minutes à ce webinaire et donc j'aimerais remercier tous les panélistes pour leur récit si percutant, la rétroaction que vous avez donnée aux questions et aux observations. Et j'espère que tout le monde qui a participé à cette séance a trouvé qu'elle était utile et informative. Mais je vais donc devoir conclure. Mais avant que vous ne nous quittiez, nous avons un tout petit sondage qu'on vous demande de remplir. Il est affiché à l'écran. J'ai l'intention de partager ce que j'ai appris avec d'autres personnes. Et ce webinaire m'a fourni des informations utiles. Alors, cela nous aide beaucoup à préparer les webinaires futurs. Et donc, je vais rapidement partager les résultats et j'ai l'impression que nous avons 100% de oui. Chacun a l'impression de vouloir partager ce qu'il a appris et aussi chacun dit que le webinaire a fourni des informations utiles. De nouveau, je souhaite remercier Brenda Roberts d'avoir partagé son récit au sujet de sa fille Kyra, qui est décédée à domicile. Je souhaite remercier Jeff Mote de Pallium Canada, Laurel Gillespie de l'Association canadienne de soins palliatifs. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à retenir le nom de l'association. Et Dr. Amy Montour de nous avoir donné son point de vue également au sujet
des soins aux personnes autochtones. Merci infiniment à tous et passez une excellente journée.